Haut Niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut Niveau. 18h08 sur les ondes de Radio Tunis chaîne internationale. On revient au studio pour la deuxième heure de Haut Niveau avec Faisal Ahleli côté technique, l'ingénieur du centre de ce dimanche 13 avril 2025, Krim Travelsi pour la production digitale, et puis au studio 1 de RTCI, Radio Tunis chaîne internationale, le trio de toujours, de chaque dimanche. Monji Ben Brahim, Radi Ben Ali et Mourad Ayari. Messieurs, rebonjour. On a, je pense, fait le tour en ce qui concerne le championnat de Tunisie, en amont comme en aval. Pour rappeler la chose, je me contenterai de redonner le programme de la prochaine journée. Ça sera Bunkerden à Esgabès, Club africain Espérance, CSS Metlaoui, Gafsa, Club athlétique Bizerta, GSO Amran contre Étoile du Sahel, l'Olympique de Béja recevra le Stade tunisien, l'US Monastir recevra Solimon, et puis l'Espérance de Zerzis recevra l'US Tataouine. Une chaude journée en perspective en ce qui concerne le week-end prochain. Et comme je l'avais annoncé tout à l'heure, on a avec nous au téléphone Monsieur Maher Zaher, avec qui on va parler d'un colloque qui aura lieu la semaine prochaine, dont le thème est impératif et challenge de la programmation sportive. L'avis du médecin du sport. Docteur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est Mourad. Bonsoir aux auditeurs de Haut Niveau et bonsoir à votre équipe, à Sirad et à Monji. Sirad et Monji que vous connaissez certainement. Vous étiez ici il y a quelques mois. Moi, j'ai oublié pour quelle raison. Je ne sais pas si Radi a une mémoire, sincèrement, meilleure mémoire que moi. C'était à quel propos C'était au moment de l'organisation du congrès national de médecine du sport où on avait... vous avez offert l'antenne pour justement expliciter le programme de ce congrès et les travaux qui ont été exposés lors de ce congrès. Alors, le week-end prochain, un colloque aura lieu donc à partir de samedi. Ce sera uniquement le samedi, je pense. Si j'ai bien compris, le thème de ce colloque sera impératif et challenge de la programmation sportive. Impératif et challenge avec S. Ils sont nombreux. Alors on aura l'avis du médecin du sport. Qu'en est-il exactement, docteur? Vous n'êtes pas sans savoir que le médecin du sport est un acteur important de la réussite et du succès et de la formation de l'athlète et de tout ce qui est encadrement de la santé de l'athlète. Aujourd'hui, les compétitions, les athlètes, les vainqueurs, se gagnent sur des petits détails. Parmi ces détails-là, la programmation, le fait, c'est d'habituer les athlètes à concourir à des périodes bien précises, à avoir des cycles de préparation et des cycles d'entraînement qui sont respectueux des cycles physiologiques des athlètes. Tout ça contribue à une meilleure compétition d'abord, ce qui est très très important parce que c'est là aussi que ça rend l'engouement pour le sport, mais ça contribue aussi à la formation et au perfectionnement de l'athlète. Et là, la Société tunisienne de médecine du sport, en collaboration avec le Centre national de médecine du sport, voudrait mettre une pierre à l'édifice en exposant notre point de vue scientifique sur l'importance de la programmation. Quand vous êtes dans un team, dans une équipe, que vous achetez des joueurs, on vous dit ce joueur-là ne pourra être opérationnel que dans 3 mois, à 100%. Le fait de savoir qu'il ne pourra être opérationnel que dans 3 mois et d'avoir en face de soi une planification sportive qui soit respectée, ça vous met exactement devant vous le tableau de bord pour savoir s'il faut garder ce joueur ou s'il faut peut-être étoffer l'effectif par un autre joueur sur le même poste, ou s'il faut soumettre ce joueur-là à des préparations spécifiques. Et tout ça est très important. Donc la programmation sportive, ce n'est pas une désignation de match, voilà, on va jouer le dimanche à 4 heures,
où on va jouer le samedi à 2h d'après-midi. Non, la programmation sportive, c'est toute une planification, c'est toute une science. Et on voudrait mettre et faire participer tous les acteurs du sport à un débat que nous souhaitons être riche pour donner le point de vue des acteurs du sport concernant la programmation sportive. Mhm. Alors je sais que au cours de cette rencontre, de ce colloque, il y aura 4 axes à développer. Est-ce qu'on peut savoir lesquels exactement et de quoi aurez-vous à parler, Dr Merzer? Alors, personnellement, on parlera de la réathlétisation. Un joueur blessé, l'équipe qui travaille et qui essaie de le remettre sur le terrain le plus rapidement possible, surtout dans le sport professionnel, doit avoir en face d'elle un plan, un programme. Elle doit savoir à quel moment il va être prêt et quand est-ce qu'il va revenir sur le terrain. On va parler de la formation des jeunes. Et là, c'est un programme qui est très 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 important parce que les jeunes, c'est très très tôt qu'on les habitue au cycle de formation et au cycle d'entraînement. L'être humain est conçu autour de certains cycles de renouvellement, de préparation, et ces cycles-là doivent être intégrés dans les programmations sportives. On va parler du football professionnel. On va avoir l'avis d'un médecin d'un des grands clubs qui a été pendant longtemps le médecin d'une équipe professionnelle de football. On peut savoir laquelle? L'Étoile sportive du Sahel, en l'occurrence. Et donc le médecin est? Le médecin est Dr Walid Wannès, l'ancien médecin de l'Étoile sportive du Sahel. Et donc on a Razi ou Walid? Pardon? Razi Wannès ou Walid? Non, Walid Wannès. D'accord. Et on aura l'avis du médecin sur le terrain et les aléas de la programmation par rapport à son travail quotidien. Et on va avoir une autre conférence consacrée au cycle musculaire. Vous savez que l'élément prépondérant chez un athlète, c'est le muscle. Ouais. On essaye de tout faire pour qu'ils aient de très très beaux muscles et des muscles super performants. Mais les muscles répondent physiologiquement à des cycles. Des cycles de renouvellement, des cycles de préparation, des cycles où on peut augmenter la force, des cycles où on peut augmenter la puissance, des cycles où on peut augmenter l'explosivité. Et tout ça obéit à une réflexion pointue de nos jours, très très pointue, mais qui dépend en très grande partie de la programmation. Donc vous ne pouvez pas venir dire à un médecin d'une grande équipe, on va jouer 3 semaines et après on a une réunion le mercredi pour voir si on va continuer ou si on va s'arrêter une semaine ou 2. C'est pas possible. Donc on va essayer d'apporter notre connaissance scientifique et notre connaissance du terrain. La majorité des intervenants, on a invité pour la deuxième partie dans une table ronde tous les acteurs du sport. On va avoir des préparateurs physiques, on va avoir des médecins du sport, des médecins d'équipe. On va essayer d'avoir un autre élément prépondérant dans la réussite du sport, qui sont les arbitres, qui eux aussi doivent obéir à une planification intelligente et programmée et scientifique. Donc pour avoir... Si vous voulez... il manque les entraîneurs, docteur. Pardon ? Il manque les entraîneurs à mon avis, parce que je sais que il y a souvent un problème d'arbitrage à faire entre le médecin surtout en football, quand un joueur est blessé, qu'il a des matchs importants, il y a souvent, je ne dis pas qu'il y a des problèmes entre l'entraîneur et le médecin du club, mais il y a une certaine incompréhension. L'entraîneur veut faire jouer son joueur coûte que coûte, le médecin dit qu'il est encore blessé, que ça risque. Donc je pense que l'entraîneur aussi devrait d'une manière générale assister à ce genre de colloque ou bien peut-être faire des réunions régulières avec les entraîneurs des clubs ou les inviter quand le championnat sera terminé, les inviter à un colloque, etc. Moi je pense que c'est très important aussi. Oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui plusieurs acteurs, il y a un team autour du sport qui travaille. Plusieurs spécialistes, plusieurs acteurs, plusieurs intervenants. Tous ont leur mot à dire, chacun à son échelle et au niveau de sa responsabilité. Et tous ont besoin d'une planification qui soit claire, rigoureuse, scientifique et importante pour pouvoir faire progresser notre sport national. Voilà, grosso modo, l'idée de départ, c'était ça. La période, nous avons voulu que ce soit à cette période pour que ce soit loin du début de saison,
pour que les conclusions et les actes de ce colloque-là soient mis à la disposition de tous les intervenants dans le monde du sport, bien avant le début de saison, s'ils veulent essayer d'intégrer certaines recommandations dans leur programmation de la saison prochaine. Docteur, une question de Mounjib Ibrahim. Bonsoir docteur. Bonsoir. Meher, bonsoir. C'est un plaisir de vous entendre, de vous revoir à travers l'écran, quoi. À travers le micro. À travers le micro, plutôt. Vous savez, docteur, il y a un problème aussi au niveau des joueurs qui peuvent aussi induire en erreur le médecin du club, parce qu'il y a des matchs où le joueur ne veut pas rater. Et tout d'un coup, le médecin du club, il va demander au joueur, est-ce que tu es prêt à 100% pour des matchs à ne pas rater? Le joueur va dire, oui, je suis prêt. Et généralement, ils ne sont pas prêts, ces joueurs-là. Que faire? Oui, bien sûr. Après un derby, par exemple. Par exemple, comme ça. Ça tombe à pic, je pense. Voilà, oui. Oui, bien sûr, mais après, c'est aussi le feeling du médecin et l'expérience du médecin qui va intervenir à ce niveau-là. Vous savez, grosso modo, aujourd'hui, on a des moyens d'investigation qui sont très, très profonds. Et pourquoi le médecin de l'équipe est aujourd'hui professionnel et vit à temps plein avec l'équipe et connaît tous les joueurs? Moi, je sais qu'il y a des confrères médecins qui visitent les domiciles des joueurs pour voir à peu près dans quelles conditions ils passent leur journée. Donc ça, c'est un peu l'expérience du médecin. Bon, normalement, il doit être assez aguerri pour pouvoir affronter ce type de situation que vous décrivez super bien, Simone, parce que c'est exactement une situation réelle à laquelle on est confronté régulièrement. Bon, après, ça fait partie de la préparation et du jeu humain, quoi. Il faut être assez percutant et assez pointu pour pouvoir s'apercevoir et prendre la bonne décision au bon moment. Dernière question, docteur. Il est 18h20 sur les ondes de Radio Tunisienne Internationale. Je rappelle que le colloque aura lieu samedi prochain. Le thème est impératif et challenge de la programmation sportive, la vie du médecin du sport. Est-ce que les clubs, tous les clubs professionnels de Ligue 1 adhèrent à la médecine du sport? Est-ce qu'ils accordent beaucoup d'importance et d'intérêt à cette chose, ou cela dépend d'un club à un autre? Alors d'abord, on a un texte en Tunisie qui dit qu'aucun club ne peut faire son engagement en Ligue 1 professionnelle, Ligue 1 et 2. Les deux ligues professionnelles sans mettre dans son engagement le nom du médecin qui doit être recruté par le club sous contrat. Donc déjà, on a un texte qui régit tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont compris aujourd'hui l'apport de la médecine du sport et de la médecine du football, en l'occurrence, puisqu'on parle de football, dans leurs résultats, dans leur préparation, dans leur évolution. Ça, c'est certain. Il y en a qui adhèrent moins. Mais je crois qu'aujourd'hui, en 2025... C'est peut-être une question de moyens. C'est sûrement une question de moyens en partie. Après aussi, on est obligé d'évoluer. Vous savez, nos jeunes qui sont au stade aujourd'hui, il y a une grosse qualité des jeunes tunisiens, c'est qu'ils sont, à travers les réseaux, branchés sur la pratique du sport à l'échelle internationale. Donc, ils lisent les comptes rendus des blessures des joueurs des grandes équipes européennes. Ils savent combien de temps ils vont s'absenter. Ils ont une culture de ce football-là qui est pratiqué à travers la science et à travers la pratique de pointe, la pratique de précision. Et ils demandent à ce que notre football soit aussi calqué sur ce modèle-là. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc ça sera samedi prochain, le 19, à partir de 8h30 à la salle de meeting, à la salle de réunion du Centre national de médecine du sport à El Monza. On en reparlera certainement dimanche. En attendant, Radi, dernière... Oui, c'est pas une question, mais on parle souvent des joueurs blessés. Mais comme vous dites, docteur, je suis beaucoup le football étranger. Et on voit que maintenant les médecins ils anticipent de plus en plus. Il y a des joueurs qui sont comme le cas de Pedri à Barcelone, comme l'était Messi avant, qui se blessait, qui étaient des joueurs assez fragiles. Donc les médecins
je ne sais pas, ils font des exercices, peut-être ils ordonnent des exercices, de la musculation supplémentaire pour tel ou tel muscle pour éviter ce genre de blessure. Donc c'est pas des soins après une blessure, mais c'est des anticipations. Donc je pense aussi que oui. Tout à fait. La prévention aujourd'hui est partie intégrante du métier du médecin de l'équipe et du médecin du sport. Et la prévention individualisée. Chacun en fonction de ses prédispositions et chacun en fonction de, son historique sportif et son historique de santé. Voilà. Donc oui, effectivement, oui, bien sûr. Après, quand vous regardez le football espagnol, là, vous avez parlé de Pedri, là. Tous les staffs comportent approximativement une vingtaine de praticiens. Oui. Donc il y a du travail qui est très précis et qui est multidisciplinaire et dans lequel beaucoup d'intervenants sont là pour la beauté du football et pour la santé de l'athlète. Merci beaucoup, docteur Meher Zaher. On se retrouvera en cours de semaine pour préparer une éventuelle intervention dimanche prochain pour un compte rendu de cette journée, pour en savoir plus et savoir s'il y a des conséquences ou des choses à dire dans ce sens. Moji, une dernière chose. Non, c'est juste pour dire, vraiment, je suis entièrement d'accord avec Dr Meher Zaher, parce que les compétences, c'est pas à la portée de n'importe qui. Il a parlé de choses très intéressantes. Il m'est arrivé un truc, on se rappelle avant la Coupe d'Afrique 2004, le dernier match, ou l'avant-dernier match, je crois, à Radès, c'était contre l'Étoile sportive du Sahel et l'Espérance, et Ziad Jazir, il est rentré à 15 minutes de la fin en boitillant, et le lendemain, vu qu'on préparait la Coupe d'Afrique 2004, j'ai appelé Sir Othman Jenner et je lui ai dit, Sir Othman, je vais prendre Ziad en Suisse, le faire soigner. Et puis Sir Othman m'avait répondu, je me souviens comme aujourd'hui, c'était Bernard Casoni l'entraîneur, il m'a dit, on a les compétences, on a. J'ai dit oui, mais dans le domaine de la blessure de Ziad, le médecin, c'était l'acupuncture à l'époque. Et c'était Sonny Anderson et Zinedine Zidane ont opté pour ça. Et là où je rejoins le docteur Meher Zaher, c'est que le médecin du club avait dit, il a donné le jour exact de la reprise pour toucher le ballon. C'était un jeudi, et on a vu après la Coupe d'Afrique, pour l'intérêt de la Tunisie, ce que Ziad Jazir a fait. Merci beaucoup, à dimanche prochain. À dimanche prochain, 18h26 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. On revient au studio, de toutes les façons, on ne l'a pas quitté. Hein. On est toujours là, on va passer directement au championnat étranger pour nous donner le temps après de parler, ou pour parler de basket et de handball, il y a beaucoup à dire. Donc rapidement, on va commencer par la Serie A. C'était la 32e journée qui a commencé hier avec une victoire de l'Inter, 3-1 contre Cagliari. La Juve s'est imposée finalement, on va dire, devant Lecce. C'est une belle série quand même, la Juve, depuis l'avènement de nouvel Elle n'a pas désespéré de récupérer la 4e place. Elle est déjà 4e à 59. Même la 2e, parce que l'Atalanta aussi est très irrégulière. Elle a gagné, mais elle est très irrégulière. Voilà donc les résultats d'hier. Aujourd'hui, le match à suivre, ce sera Lazio-Rome à partir de 19h45. Sinon, et demain, Napoli-Empoli. Et demain, Napoli-Empoli. Je rappelle que pour le classement général, l'Inter est en tête avec 71 points, suivi de Naples 65. Avec un match en moins. Et un match en moins à la 3e position, Atalanta 61. L'Atalanta qui s'est imposé donc aujourd'hui devant Bologne à 2-0. Match très important. C'était un match pour la 3e place. Voilà, entre deux clubs qui étaient à la même position. Et puis voilà, le calcio revit. Il paraît que les chaînes de télévision se disputent pour la Serie A la saison prochaine. La Serie A qui redevient intéressante, revient au premier plan
grâce à l'Inter de Milan. Il n'y a qu'à voir les chaînes françaises que je ne vais pas citer. Ils payaient à l'époque 45 millions d'euros par année. Aujourd'hui, ils payent 650 millions d'euros par année pour les retransmissions des matchs. Et ce qui est incroyable aussi, dans ce championnat d'Italie, on est en train de parler énormément de Lautaro Martinez. Oui, qui a marqué hier aussi. Il a marqué un très beau but. L'autre fois, il a marqué un but à mettre dans les académies, vraiment un extérieur du pied, droit, oui. Cette talonnade de l'autre joueur, c'était vraiment un but à voir et à revoir, parce que c'est pour vous prouver, et ce Lautaro Martinez, c'est pour vous montrer vraiment l'entourage d'un joueur a reçu des offres, mais je vous dis pas. Et il a re-signé à l'Inter de Milan l'année passée. Et aujourd'hui, Lautaro Martinez... Il veut faire comme Javier Zanetti, qui a fait toute sa carrière pratiquement à l'Inter de Milan. Et il en est devenu un des symboles de la squadra nerazzurra. Et c'est toujours actuellement le directeur sportif. Voilà. Ça, c'était la Serie A. La Liga, c'était la 31e journée. Barcelone s'est imposé hier difficilement en déplacement devant Leganés 1-0. Sachant, comme l'a dit Silmonji, que Leganés avait battu Barcelone à l'aller à Barcelone. C'est une revanche. Et puis aujourd'hui, le Real Madrid s'est imposé devant Deportivo Alavés 1-0 avec un carton rouge direct pour Kylian Mbappé. Et donc, on va dire, la lutte entre les deux clubs continue. Barcelone est toujours en tête avec 70 points. Deuxième, le Real Madrid 66. Et le match entre les deux clubs pointe à l'horizon. Ça sera pas le week-end prochain. Non, ça sera au mois de mai. Ça sera le 21 mai, je crois. Il y a encore beaucoup de matchs. Il y a encore beaucoup de matchs. Donc, d'ici là, il faut surtout éviter de gaspiller des points. Oui. Surtout avec l'absence on va voir la réaction des joueurs qui vont jouer, titularisation de certainement Vinicius avec Rodrigo. Moi, je crois que ça, c'est aussi une opportunité pour ces joueurs-là de montrer les capacités qu'ils ont. Et Barcelone a perdu aussi un joueur. Il a perdu l'arrière-gauche Baldé, qui est très important pour l'équipe, qui a été blessé hier et qui va s'absenter peut-être un mois. Donc il risque même de rater la finale de la Coupe d'Espagne. On parle de dernier match en ce qui concerne Ancelotti à la tête du Real Madrid. Dernier match ou dernier match à la fin S, donc peut-être bien qu'il aura à terminer la saison, mais après la défaite concédée devant Arsenal. Mais on va voir, parce que le Real de Madrid nous a habitués à des remontadas. On l'a vu face à Manchester City il y a quelques saisons en Champions League. Et ça, je crois, donc c'est possible de le faire, mais on va voir s'ils arrivent à faire une remontada. Voilà. Moi, je me rase la moustache. C'est une moustache que tu n'as pas, donc ça va. Vu que tu n'as pas de moustache, ça va pas être difficile. Non, mais c'est possible, parce qu'il suffit de marquer un but assez tôt, ça va créer un peu d'ambiance et de panique dans la défense d'Arsenal, donc à mon avis, tout est possible en football. Le retour de Saka, cette équipe d'Arsenal, vraiment, elle est impressionnante, et on a vu d'être en osmose avec l'entraîneur. Oui, mais on a pu faire que match nul aujourd'hui à domicile, un but partout face à Bournemouth, alors que c'était un match important. Donc tout est possible de toute façon. Il pense au match de retour contre. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça, c'était pour la Liga, donc c'était la 31e journée. C'est la 32e journée en ce qui concerne le championnat d'Angleterre, la Premier League. Arsenal a fait match nul contre Brentford, un but de chaque côté. Aujourd'hui, c'était hier, Liverpool s'est imposé 2-1. Manchester City, qui retrouve des couleurs, s'est imposé 5-2 devant Crystal Palace. Et surtout qui profite du match nul de Chelsea à domicile face à Ipswich pour reprendre à la 4e place. Et donc, il est qualifié pour... virtuellement, parce qu'il y a City 50, il y a même Nottingham qui a perdu, donc même la 3e place est prenable en ce moment. Mais il y a Aston Villa qui est derrière, il y a Newcastle qui est derrière, et à qui il manque 2 matchs, dont l'un se joue en ce moment face à Manchester United. Donc tout reste possible. Cette compétition pour la qualification en Europe va
être très serré cette année. Ça va être très serré. Je rappelle que Liverpool est en tête avec 76 points. Deuxième, Arsenal, 63. 5 points pour 3 places. Troisième, Nottingham Forest avec 57 points. Quatrième, Newcastle avec 56 points. Et un match en moins à Newcastle. Oui. Il faut le rappeler. Manchester City joue en ce moment, je pense, où le match est terminé, il faut voir. Donc, face à Manchester United. Donc, face à Manchester United. Ils ont gagné 2-1, c'est ça? C'est fini? Attends, je suis en train de chercher. Manchester United, Newcastle a battu Manchester United 4 buts à 1. Le match est terminé. Le match est terminé depuis quelques minutes déjà. Et donc 50. Déjà Newcastle est quatrième quatrième, voilà. Donc City est cinquième. Donc ça va être très serré. Ça va être très Il y aura des serré. arbitres et les équipes qui ne sont pas concernées ni par le titre ni par la relégation seront aussi arbitres. Mais là, on joue vraiment au football, on c'est n'a pas le pied. Oui, je sais, la mentalité est tout autre. Mais Dortmund en Allemagne, on sait quelque chose. Si voilà. Match, oui. Sinon, Mohamed Salah, qui rempile avec Liverpool, il fallait s'y attendre. C'est un des joueurs les plus corrects du championnat. Il a donné une leçon à beaucoup de joueurs en Angleterre. Il y en a un autre qu'on va en parler tout à l'heure, c'est que Mohamed Salah, c'est un joueur libre. Il a étudié énormément d'offres et il a vu ce soutien il a du eu public. une offre astronomique inqualifiable de l'Arabie Saoudite et il a dit non. C'est un peu comme Modric à son âge et tout ça, et là le public vraiment va encore l'aduler, Mohamed Salah, et c'est une belle image. Autre chose, on se souvient de l'avant-centre de Liverpool, l'ancien, le Uruguayen, pour remercier le club de Liverpool. Il a prolongé un contrat, parce qu'il était libre, il a prolongé un contrat au mois de janvier pour permettre à son équipe Liverpool de toucher une somme de transfert de 400 millions d'euros. C'est juste pour vous dire. Il paraît que le contrat est très important aussi avec Liverpool. Avec Liverpool, très bien sûr, ils sont payés. En plus, il est payé par semaine. Voilà, et Salah, avec sa passe décisive d'aujourd'hui, ne cesse de réaliser de plus en plus de records. Il est impliqué dans 45 buts en Première Ligue, 27 buts et 18 passes décisives avec Liverpool. Il ne risque pas d'avoir des soucis en fin de semaine. Exactement. Ah, surtout. Parce qu'il est payé à la semaine en Angleterre. Allez, on va changer de championnat. On va parler de la Bundesliga à la 29e journée. Leverkusen et Bayern Munich, les deux clubs ont fait match. Mano continue, oui. Ouais. C'est au préalable, en début d'après-midi du samedi, le Bayern Leverkusen qui recevait l'Union Berlin, c'était un match facile sur le papier, il n'a pu faire que match 0-0. Mais bon, le Bayern n'a pas pu en profiter parce qu'il jouait face à Dortmund. Le Bayern qui était mené 1-0 a été relancé, il a mené 2-1 et après Dortmund a égalisé à la 75e minute, je pense. Donc voilà, et chaque équipe pouvait gagner à la fin parce qu'il y a eu une très belle occasion pour Dortmund et une autre occasion pour le Bayern. Et donc c'est le statu quo, le Bayern garde toujours ses 6 points d'avance à la 29e journée face au Leverkusen. Mais attention, parce que ce Bayern n'est pas aussi serein que d'habitude, tout comme le Bayern Leverkusen d'ailleurs, parce que le Bayern Leverkusen aussi, ces dernières semaines... Est-ce que tu as écrit sur ta page, m'a un peu fait rire? Tu as dit le syndrome de... Oui, parce qu'on sait que Kane n'a encore remporté aucun titre, et là, à chaque fois, parce qu'à un certain moment, le Bayern pouvait avoir 13 points d'avance. Au championnat, il a été battu par Bochum à domicile, ils sont revenus à 10, puis à 8, puis à 6, et maintenant il n'arrive pas à... Bon, Dortmund est une bonne équipe, certes, mais il n'arrive pas à battre Dortmund à domicile pour avoir 8 points d'avance. Donc avec ces 6 points, le championnat reste encore très... On n'en est encore qu'à la 29e journée, il reste, je pense, 9 journées, 8 journées, je crois. Donc le championnat est encore très lent et voilà, gare à ce syndrome quand même. Attention, il pense aussi à l'éviction de l'entraîneur pour la saison prochaine. Donc est-ce que l'ambiance est sereine actuellement ou pas?
on voit que au niveau visionnaire, ce football allemand, on se souvient qu'ils avaient pris Matthias Sammer qui était à Dortmund d'être le directeur sportif du Bayern. Aujourd'hui, on voit la prolongation de Rudi Völler au niveau de l'équipe nationale d'Allemagne jusqu'en 2028, je crois. Et c'est ça qui est extraordinaire de ce football allemand, parce que la remise en cause depuis l'élimination en 1998 de la Coupe du Monde par la Croatie fait qu'il y a un travail qui a été fait, un programme qui est fait, et regardez où se trouve le football allemand aujourd'hui. Et on terminera ce tour des championnats étrangers avec la France, avec l'humiliation de Marseille. La énième humiliation de l'OM. Énième humiliation qui a été battue par Monaco 3-0. On se rappelle tous le coup de colère, de rage de Rabiot qui s'en est pris à ses coéquipiers, à toute l'équipe, parce qu'il voulait un état d'esprit autre que celui affiché ces dernières semaines. Et ben ça n'a rien fait. Marseille a été battu 3-0 par Monaco, qui vire à la deuxième place devant les Phocéens. Donc le PSG est évidemment champion de France, là on n'en parle plus. Et donc on joue pour l'Europe, et pour la deuxième place il y a Monaco, troisième Marseille 52 points, Lille 4e 50 Lille points qui a battu Toulouse de 2-1. Oui, avec Strasbourg, et à la 6e position il y a Nice. Justement, c'est Strasbourg qui n'en profite pas, parce que Strasbourg jouait à domicile face à Nice, et si Strasbourg avait, qui n'a pu faire que match nul de but partout, si Strasbourg avait gagné, elle aurait été deuxième ex-aequo avec l'OM. Troisième ex-aequo avec l'OM. Strasbourg menait de 1. Voilà. Ils se sont fait égaliser. Mais je crois qu'aujourd'hui, le championnat ce qui se passe à Marseille, c'est pas par hasard, parce qu'on sait qu'il y a énormément de ce qui s'est passé avec le directeur sportif. Il s'appelle comment déjà bref. C'est un Italien. Et Mehdi Atiya aussi. Donc il y a eu vraiment des insultes, et il est suspendu. Et maintenant, avec De Zerbi, ça passe pas très bien. Que ce soit avec le public et avec certains joueurs. C'est pour ça qu'il y a eu la réaction de Rabiot, fait qu'aujourd'hui, perdre 3-0 contre Monaco, même si Monaco a vraiment dominé le match, mais je crois qu'il y a quelque chose en interne qui ne se passe pas. Est-ce que l'utilité de Jean-Pierre Papin, elle est utilisée à bon escient ou pas? Je pense que je doute, parce que qu'on le veuille ou non, il y a des personnes qui sont plus gênées par la présence de Jean-Pierre Papin pour ce qu'il a fait, ce qu'il a donné au football français, JPP, que par l'ambiance qui n'est vraiment et de loin pas sereine au sein de l'Olympique de Marseille, qui ne mérite pas ça, parce qu'ils ont un public incroyable. Et un des meilleurs en Europe, et même dans le monde. Ils sont extraordinaires, et quand il y a eu énormément de problèmes, ils se sont réunis. C'est là, je parle de communication, et aujourd'hui, regardez le public, c'est sur le terrain que ça se passe, point à la ligne. Allez, on va revenir en Tunisie pour parler des sports de salle, messieurs. On va commencer par le basketball. Finalement, Ali Bezat qui a dû rendre le tablier. Bon, il a été forcé mais il ne l'a pas fait volontairement. Voilà. Il a été obligé de le faire. Il aurait peut-être mieux fallu partir depuis quelque temps déjà. On va pas là, on n'est pas là pour massacrer qui que ce soit, parce qu'Ali Bezat a fait beaucoup de bien pour le basket tunisien, mais ces derniers temps, il faut dire, les injustices se répétaient et se multipliaient. Alors les 4 clubs engagés en phase de super playoff se sont entretenus aujourd'hui avec le nouveau bureau directeur de la fédération tunisienne hier. Après les, fait un communiqué, après les premiers matchs avec beaucoup de tensions dans les différentes salles, les dirigeants présents à la réunion ont exprimé leur volonté de terminer la dernière partie du championnat dans les meilleures conditions. La nouvelle direction de la Fédération tunisienne de basketball a pour sa part indiqué qu'elle travaillera pour le bien du basket et que tout sera fait pour assurer la réussite de la fin de la saison en championnat et en Coupe de Tunisie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports avait décidé hier de mettre fin avant-hier au mandat du bureau fédéral de la Fédération tunisienne de basketball présidé par Ali Benzarti. Où résident les torts
ou le tort d'Ali Benzarti. Justement, Mourad, on en avait parlé quand il y avait le communiqué concernant la fédération de tennis. Oui. On disait que c'était ils ont fait la même chose. Voilà, on disait que c'était un communiqué du ministère, où je ne sais pas s'il y a eu un communiqué. Oui, il y a eu un communiqué. C'était un communiqué bateau. Évasif. Évasif, voilà. Mais attention. Sans vraiment mettre le doigt. Parce attention, les fédérations internationales n'acceptent pas ce genre d'intervention du ministère. D'ingérence, parce que Ali Benzarti, qu'on ne le veuille pas, il a été élu par les clubs. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le tennis, parce que je ne sais pas s'il y a des clubs comme pour les autres ou pas. Est-ce qu'il y a des élections ou pas, je ne sais pas. Mais pour les fédérations de volleyball, on se rappelle que pour le volleyball, la fédération internationale de volleyball a failli prendre certaines décisions. Exactement. Donc maintenant, il faudrait voir le pourquoi. Pourquoi il a été entre guillemets démis de ses fonctions, c'est le Étant terme. originaire de Monastir, né à Monastir, on lui reproche d'avoir favorisé l'USMO. Monastir n'a pas besoin de ça, Ali Benzarti. Pas vraiment besoin de ça parce que c'est une forte équipe, c'est une belle équipe, je pense. Oui, Monastir vit avec le basket. Monastir, comme le disait Ali El-Bhouri, le porte-parole de l'USMO, il a dit Ali Benzarti est président de la fédération depuis 2006 et Monastir n'a commencé à remporter le titre que les 6 dernières années. Donc maintenant, il y a eu beaucoup d'erreurs, ça je le dis, mais il y a eu aussi beaucoup de réalisations de la part d'Ali Benzarti et de son bureau. Moi, personnellement, quand j'étais responsable, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Ali Benzarti. On s'était chamaillé, puis j'ai travaillé avec lui lors de l'Afrobasket. Donc, je respecte l'homme, je respecte la personne. Je critique parfois certaines de ses décisions parce qu'il agit d'une certaine manière en tant que dictateur au sein de cette fédération. Mais je ne suis pas de ceux qui voilà, on tire pas sur une ambulance, comme on dit. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que le ministère ce qu'on lui reproche exactement, et après, on en discutera. Alors, le comité directeur provisoire a été nommé et dont la principale mission sera l'appel à l'organisation d'une assemblée générale élective dans un délai ne dépassant pas les 3 mois. Et puis, le nouveau bureau fédéral sera composé des membres suivants. Alors, président de la Fédération tunisienne de basketball, Marouane Cheib. Pour moi, c'est un illustre inconnu. Pour moi aussi, je ne le connaissais pas avant. Il paraît qu'il est président d'une fédération de sport pour tous ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. C'est juste. Je pense qu'il travaille pour le compte du ministère. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a été nommé. C'est juste une période transitoire. Bon, maintenant. Et donc il n'aura pas, il aura à gérer les affaires courantes. Il aura à gérer les affaires courantes et à préparer l'élection. Voilà. Et les membres seront Zouhaïr Mdini, Rifka Baraketi, Salah Mbarak. Je connais Salah Mbarak, voilà, un basketteur. Mohamed Amin Fadli, Sabr Swid et puis Sameh Mexi. C'est la composition du nouveau bureau fédéral, le bureau de la Fédération tunisienne de basketball. On leur souhaite vraiment énormément de chance parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs de basket de très très haut niveau et ils ont besoin d'un entourage sain et Salah Ben Barak fait partie des dirigeants qui méritent d'être là où ils sont parce qu'ils vont plus servir le basketball que l'intérêt des personnes. Sinon, on continue à jouer. Oui, on continue à jouer. Il y a eu des matchs en milieu de semaine, ce qui a permis à l'Étoile de remporter le Game 3, comme on dit, face à l'USMO, et à la JSK de battre le club africain. Donc on joue cet après-midi le 4e match entre l'Étoile et l'USMO à Sousse et entre la JSK et le club africain à Kérouan. La JSK mène donc 2 matchs à 1 devant le club africain et l'Étoile mène... Non, c'est le club africain qui mène 2 matchs à 1. C'est le club africain qui a remporté les 2 premiers matchs à Tunis. Oui. Voilà, et l'USMO mène 2 matchs. Le club africain mène et l'US Monastir mène 2 matchs à 1. Donc en cas de victoire du club africain
et de l'Union sportive monastrienne. Ils se retrouveront en finale. Sinon, ça sera la belle. Ça sera un match 5, oui. Un match 5 qui se déroulera à Monastir pour le match Monastir Étoile et à Tunis pour le match club africain JSK, si bien sûr l'Étoile et la JSK venaient à les battre aujourd'hui. Et le huis clos est confirmé en ce qui concerne l'Étoile. C'est un huis clos qui a été décrété par le bureau directeur de l'Étoile. À cause de ce qui s'est passé, que ce soit lors du match de basket, parce qu'on jouait, il est resté 7 secondes à jouer, l'Étoile menait 5 points, il y a eu des... Bon, contrairement à ce que j'ai lu, il n'y a pas eu d'agression envers les joueurs de Monastir, c'était un problème entre deux groupes de... Et ce problème s'est répété lors du match de football hier contre Ben Garden. C'est ce qui a fait que le bureau de l'Étoile a décidé de décréter le huis clos afin d'éviter d'autres éventuels problèmes. Mais moi je suis pour que ces personnes-là qui créent des problèmes dans les stades soient fichées et qu'on les voit plus dans nos stades. Et si on va dans ce sens-là et que des gens sont emprisonnés parce qu'ils ont frappé ou quelque chose comme ça, je pense que d'ici quelques années, on arrivera à combattre ce fléau de la violence. Dans le sport, ces éléments perturbateurs, ils n'ont pas leur place, que ce soit en salle ou dans les stades, parce qu'aujourd'hui, s'il y a l'image aussi, je le redis encore une fois, il y a cette image de la Tunisie. Parce que quand on voit dans tous les pays, il y a même en Afrique, au niveau des supporters, vous savez qu'on m'a dit que même au Congo, dans le championnat congolais, les supporters n'ont même pas le droit de fumer au stade. C'est pour vous dire. Donc, car ils connaissent, ils savent les conséquences de quel que soit le dérapage, ils connaissent les conséquences. Il y a également des matchs de handball, c'est les quarts de finale de la Coupe de Tunisie qui doivent avoir lieu aujourd'hui. On n'a pas encore les résultats. Il y a un club africain qui vient de battre Msek 34-25. D'accord, ça c'est un premier résultat. Donc club africain Msek 34-25. Il y a également Espérance de Tunis Tbolba. Oui. Il y a Bni Khiar Sakit Zit. Et puis le Makanem joue contre l'Étoile. Le match le plus équilibré, c'est Mehdi Étoile à Mehdi qui se jouera à 17h30. Qui a commencé donc à 17h30. Le match de l'Espérance doit être terminé, donc on peut pêcher pour le voir. Résultat, voilà. Entre-temps, je rappelle que Majdi Traoui sera le nouvel entraîneur de la sélection tunisienne U20. Oui, qui sera secondé par Belbouli apparemment. Je pense, oui, après la qualification de dernière minute de la sélection tunisienne des moins de 20 ans à la Coupe d'Afrique des Nations, la fédération, la FTF a décidé de nommer un nouvel entraîneur à cette sélection. Majdi Traoui sera chargé de diriger cette équipe à la place de Slim Ben Achour. Et Slim Ben Achour, pourquoi? Parce que c'est sa récompense d'avoir qualifié normalement, non, la Tunisie a été repêchée. D'accord. Elle ne s'est pas qualifiée. La sélection U20 avait échoué dans la course pour la phase finale de la CAN U20 en terminant à la 3e place du tournoi de l'Union nord-africaine de football U20, le Maroc et l'Égypte, mais à cause du forfait de la Côte d'Ivoire, donc la Tunisie a été repêchée par la Confédération africaine de football. Dommage pour les U17 qui ont été éliminés par le Mali au pénalty, au tir au but. Mais là, ce que moi il n'y a pas meilleur que Majdi Traoui et Belbouli, mais moi j'aimerais bien que ce soit sur un projet sportif, sur un projet sur quelques années, parce que c'est quand même les U20, c'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, les U20, quand ils ont en phase 2 Belbouli et Majdi Traoui, automatiquement il y aura un respect mutuel et je crois que là on peut tirer vraiment le meilleur de ces joueurs-là. Moi j'estime aujourd'hui on doit pas faire du provisoire, ça suffit, parce qu'aujourd'hui on doit plus ne jamais négliger ces compétences-là et trouver les solutions adéquates pour pouvoir arriver à sortir des joueurs de très très haut niveau. Donc moi je dis tout simplement bonne chance à Majdi et à Aymen Belbouli. Donc je crois que pour l'intérêt du football, on ne peut pas trouver mieux actuellement, mais j'espère que ça soit sur un projet de 3 ou 4 ans. Alors je rappelle que à cause du forfait de la Côte d'Ivoire, donc la Tunisie a été repêchée
par la Confédération africaine de football. En 2023, la sélection tunisienne des moins de 20 ans, entraînée par Adel Selim, avait terminé sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations U20 à la 4e place. Le tirage au sort devait être effectué aujourd'hui. Cette édition de la CAN U20 sera organisée en Égypte du 27 avril au 18 mai 2025. La cérémonie du nouveau tirage au sort de la phase finale aura lieu à partir de 16h au siège de la CAF, Confédération africaine de football. On attend toujours les résultats. Sinon, en ce qui concerne les quarts de finale de la Coupe de Tunisie. Voilà, donc l'Espérance a battu Tbolba 35-28. Saredzit a battu Bnikhil 25-21. Le club africain a battu Msek 34-25. Et l'Étoile est en train de mener à Mehdi à 8 minutes de la fin. 28-22, donc elle est bien partie. Et on voit donc de se qualifier. Donc ça va être des demi-finales. Un beau derby. Les meilleures, c'est les 4 meilleures équipes du championnat. Les 4 meilleures équipes formation du moment. Voilà. C'est une belle salle et un beau derby. Et voilà, 18h53, merci beaucoup. Juste pour donner le dernier le classement définitif de volleyball. Oui, donc l'Espérance qui a terminé. Le championnat étant terminé en milieu de semaine. Donc l'Espérance termine première avec 19 points, un champion de Tunisie, on l'avait dit la semaine dernière pour la, je ne sais pas combien de fois consécutive. La 7e fois. Non, 8e fois consécutive. L'Étoile deuxième, après avoir battu le CSS 3-0 en milieu de semaine, donc 12 points, CSS 6 et Libye à 0 points. Il paraît que Mourad, son rêve, c'est de faire une équipe de basket à l'Espérance sportive de Tunis. Que le basketball reprenne à l'Espérance, ça serait une bonne chose. Ça reste une des équipes les plus titrées. Malgré le fait d'avoir été dissoute depuis l'ère Slim Chibou. Voilà. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Sport national. Je vous rappelle que tout à l'heure, il y aura Lazio Roma, c'est la Lazio qui reçoit donc les gradins seront bleus. Et match très important parce qu'ils sont à égalité, je crois, si je peux me permettre. Roma va gagner. Voilà, la Lazio est 55, la Roma est 53. Et donc, ce sera un match très important pour la qualification à la Champions League. Absolument. Roma va gagner. Forza Roma, évidemment. Merci beaucoup, Radi. Merci, Monji. Merci, Faisal. Merci, Rim Trabelsi. On se retrouve dimanche prochain. Dimanche, ça sera chaud. On en saura beaucoup plus sur le championnat de Tunisie, je pense, la semaine prochaine. Avec le derby. Oui, sûrement. Sûrement, on en saura beaucoup plus. On sera plus ou moins fixé. Exactement. Sur le sort de certaines formations. Allez, on va écouter... Sachant que l'Espérance devrait jouer un match en retard, en match de coupe en milieu de semaine. Contre l'Es Kasserine. À très très bientôt, très bonne semaine. À tutti quanti, ciao.